Alors, on va revenir en terre bruxelloise et en studio maintenant avec notre invitée qui est désormais sans étiquette puisqu'elle a décidé de quitter son parti. C'est une décision dont elle dit elle-même qu'elle n'a pas été facile à prendre. Elle siège donc maintenant comme indépendante au Parlement bruxellois et à la commune de Koekelberg où elle est échevine en charge de l'enseignement, de la propreté, de l'égalité des chances des seniors et des cultes. On en parlera peut-être en fin d'interview. Nous accueillons Véronique Lefranc. Bonjour Véronique Lefranc, merci d'être avec nous. Vous pouvez rentrer sur ce plateau. Quitter les engagés, c'est une décision que vous avez prise à quel moment? Est-ce qu'il y a un moment précis? Alors, je ne peux pas identifier un moment bien précis, mais c'est un cumul de décisions, de prise de tête, j'ai envie de dire, qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit non, ça suffit. Et donc, je me suis donné tout l'été pour bien réfléchir, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une décision qui n'a pas été facile du tout. Et puis, après mûre réflexion, il fallait que je sois en phase avec moi-même, et que je pense que la politique demande du courage. Je pense que c'est même le slogan aujourd'hui des engagés, c'est le courage de changer, je l'applique. Prise de tête, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de tensions, qu'il y a eu beaucoup de désaccords par rapport aux décisions du parti ou à la mutation du parti ces dernières années? Écoutez, moi j'ai participé à tout le processus de refondation. J'y ai travaillé avec force et détermination pendant plusieurs mois. Un travail a abouti finalement de ces réflexions, de ces concertations. Puis ensuite, comme je l'ai dit, on découvre un texte dans un congrès qui est un manifeste qui doit nous définir, un manifeste dont je rappelle qu'il y avait quand même un embargo. Et c'est quand même assez bizarre parce que vous devez vous identifier par rapport à un texte, mais vous n'avez pas un droit de regard dessus. Donc du coup, on le découvre au congrès. Qu'est-ce qui vous a déplu dans ce texte, sur le fond? Beaucoup de points. La première des choses, le souci du début jusqu'à la fin d'être en totale rupture avec le projet humaniste. Et d'ailleurs, même le mot humaniste, il ne fallait pas l'utiliser. Puis ensuite, il y a eu les amendements qui ont permis finalement de donner, in fine, un texte comme c'est le texte final, qui a permis de remettre certaines notions qui étaient importantes. Mais pas suffisamment pour vous. Mais pas suffisamment pour moi. Et puis bon, c'est un ensemble de choses. C'est quoi la référence humaniste pour vous? Si on peut la définir en une ou deux phrases, pour ne pas faire un long cours de philosophie politique. Pour moi, la référence humaniste, c'est un projet extrêmement moderne qui vise au-delà de l'appartenance de chacun, qui vise le respect d'un projet de solidarité, d'un projet de générosité, d'un projet qui identifie, qui fédère, un projet de nuance et qui n'est pas dans l'exaltation ou quoi que ce soit. C'est un projet qui va au-delà des clivages droite-gauche. Et qui place les individus au-dessus de l'économie, au-dessus des idéologies? Oui, je pense. Et effectivement, c'est le personnalisme en tant que tel, c'est l'inspiration philosophique d'une société beaucoup plus généreuse, beaucoup plus à l'écoute de l'autre, qui est dans la relation de l'autre. Et je pense que, vu l'actualité, on était tout à fait dans... Je vais lire un extrait d'un tweet que vous avez publié lorsque vous avez annoncé votre décision. Vous faites référence à un projet qui vous faisait rêver pour une société de tolérance basée sur la relation entre nous, qui promeut un socle de valeurs communes et universelles, le respect de la différence des convictions religieuses ou philosophiques. Les engagés ne permet plus cela. C'est ça que vous êtes en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que les engagés ont choisi une voie, ils ont choisi un processus. À un moment donné, quand ce processus visait à renier ce qui était le projet humaniste, il est important pour moi de se dire, bon, stop, je ne m'y retrouve plus. Dans mon tweet, ce que je dis, pour moi, si je fais de la politique, si j'ai décidé il y a 20 ans de faire de la politique, je ne le fais pas pour des gens qui n'ont aucun problème. Je le fais pour les gens fragilisés, pour les gens qui sont sur le côté dans notre société. Donc, quand je me suis impliquée très tôt dans le CDH, c'était pour ce projet qui était totalement moderne. Est-ce que ça veut dire, Véronique Lefranc, que les classes populaires ou les classes défavorisées sont en train d'être oubliés par les nouveaux engagés, l'ancien CDH? Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je dirais seulement que, regardez la communication des engagés les 5 derniers mois. C'est une communication qui est bien sûr centrée sur l'écologie, sur l'énergie et tout ce qui s'ensuit, et d'ailleurs c'est très bien, mais vous n'êtes plus dans une communication qui se préoccupe des plus fragilisés. Et ça c'est un... Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi... Il y a un autre tweet que vous avez écrit, pour porter un projet de solidarité et de générosité, il faut pouvoir l'incarner, c'est ce que vous venez de dire. Oui, c'est ce que je dis maintenant. Ça veut dire que la direction des engagés, ou la nouvelle direction des engagés, elle n'est pas représentative de tous les Bruxellois?
ou que les Bruxellois ne peuvent pas tous s'y reconnaître? Je pense qu'on en arrive à ça, effectivement. Ouais. Est-ce que c'est les débats que vous avez pu avoir, par exemple, avec Georges d'Allemagne, sur la laïcité, sur le port du voile, qui ont pesé dans votre décision, ou ça n'a rien à voir? Il n'y a jamais eu de débat avec Georges d'Allemagne puisqu'il n'a pas participé au processus et que moi, les seules réactions que j'ai eues de Georges d'Allemagne, c'est par presse interposée. Ouais, vous avez quand même demandé à ce qu'il soit entendu par le comité de déontologie à un moment. Effectivement, par rapport à certaines expressions. Oui, parce qu'il avait estimé que le voile, à travers le voile, il y avait aussi une revendication politique et radicale. C'est une phrase. Oui, effectivement, je suis contre les discours simplistes et surtout des discours qui visent à polariser une société. Ce n'est pas ma façon de faire de la politique. Ouais. Il y a une accusation qu'on entend parfois au sein des engagés, c'est de dire que certains élus bruxellois, et c'est un débat souvent entre Wallons et Bruxellois, que certains élus bruxellois font du communautarisme. Est-ce que ça vous concerne ou pas ? Pas du tout, mais c'est une étiquette qu'on pourrait me porter, comme on pourrait porter à toute personne d'origine étrangère qui est dans les engagés. C'est un peu la carte, j'ai envie de dire, le carton rouge que certains utilisent pour essayer de décrédibiliser le combat qu'ils mènent. C'est d'un simplisme total, parce que c'est quoi du communautarisme, que l'on m'explique exactement ce que c'est. Moi, depuis que 20 ans que je fais de la politique, ça n'a jamais été mon projet politique. Mon projet politique a toujours été de fédérer les gens, de définir un socle de valeurs communes, d'être lucide vis-à-vis des extrêmes et de l'agressivité des idées extrêmes, mais en même temps d'être rassembleur et d'être fédérateur. Vous savez, si j'avais envie de surfer sur la peur, c'est très facile. Je ferais des buzz chaque semaine. C'est pas ma façon de voir les choses. Et parfois, je peux sembler être moins dynamique, mais non, c'est parce que je souhaite un discours nuancé. Il faut avoir le courage de la nuance aussi. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un virage un peu laïque du CDH dans les engagés qui vous déplaît ? Le fond du problème. Je pense. Non, le fond du problème, la laïcité en tant que telle que vous la définissez, n'a pas été repris dans le projet des engagés aujourd'hui. Et d'ailleurs, sur les questions de diversité, vous apercevez qu'il n'y a pas de changement entre le CDH et les engagés aujourd'hui. Moi, sur la question, les consignes qui m'ont été données, par exemple, notamment sur les débats autour du voile, les consignes qui m'ont été données par le parti sont été la même position que celle du CDH d'avant. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est plutôt ça. Alors peut-être que c'est une poignée de personnes qui ont cette vision-là et qui essayent d'influencer, très bien, mais il faudrait pour cela voir et être en phase avec l'électorat de base. Ouais, vous êtes considéré un peu comme une milquetiste dans le parti. Est-ce que c'est l'héritage de Joël Milquet qu'on est en train de définitivement solder chez les engagés ? Alors, parce qu'il y a votre départ, il y a celui d'Ahmed El Kanous, on y reviendra dans un instant. Ouais. Alors d'abord, ça me fait rire. C'est un peu le symbole de l'ouverture à Bruxelles. Ça me fait un peu rire lorsque j'entends parler les gens de milquettistes. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez un président de parti, Maxime Prévost, qui était le chef de cabinet de Joël Milquet. Vous avez Céline Frémaux, qui était sa collaboratrice. Benoît Sérex a travaillé avec Joël Milquet. Donc allez dire aujourd'hui... Non, mais allez dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette définition des milquettistes qui sous-entendrait une tendance à part au sein d'un parti ? Il y a un héritage de Joël Milquet, bien sûr, puisqu'elle est venue et elle a proposé le projet du CDH, et tout le monde était derrière à un moment donné, mais je n'ai pas eu l'impression que c'est plutôt ça. C'est tout le travail qui a été entamé pendant des années, ce que le projet tel qu'il a été porté, qui aujourd'hui est complètement ruiné. Le constat est, moi je vois la presse, je vois les articles dans la presse depuis hier, ça me désole, je suis profondément triste de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'est une décision personnelle que vous avez prise ou est-ce qu'il y a une tendance collective et une organisation collective au sein des engagés bruxellois qui va structurer dans les prochaines semaines ou prochains mois ? Écoutez, c'est d'abord une démarche totalement individuelle. Ouais. Avant moi, il y a eu des départs silencieux. Il y a eu d'autres départs par la suite. Il n'y a rien de collectif derrière ça. Peut-être le déclenchement de certaines personnes qui, à un moment donné, se sont dit qu'ils doivent aussi partir. Vous comprenez mais c'est que Maxime Prévost, hier, par exemple, ait signifié que Ahmed El Kanous n'était plus membre du parti ? Je n'ai pas... Ou plus considéré comme tel, en tout cas ? Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je n'ai pas compris par quelle procédure en interne du parti cette décision a été validée. Je regrette que juste le droit à la défense n'a pas été donné aux concernés, parce que lorsqu'on décède d'une exclusion, c'est quand même assez important. Maintenant, je pense que Ahmed El Kanous a eu des propos durs vis-à-vis du parti et qu'il y a un peu une sorte de ras-le-bol dans lequel se sont installés. Maintenant, il ne faut pas que ça joue le jeu de la diversion. L'exclusion d'El Kanous par rapport aux problèmes
problématique qu'il y a actuellement. Alors, il nous reste 2 minutes, Véronique Lefranc. Je voudrais quand même savoir ce qui va se passer en 2024. Vous serez candidate, puisque vous avez gardé votre mandat, vous auriez pu le rendre au Parlement, vous allez continuer à siéger comme indépendante. Ça veut dire qu'en 2024, vous vous représentez au Parlement bruxellois et aux élections communales à Kuckelberg? Je suis incapable de vous dire ce que je ferai dans un an. Ouais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas rendu votre mandat de député alors? Parce que moi, je me suis présentée sur la liste du CDH, sous un programme du CDH. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas les engagés de me dire un mandat du CDH, qu'est-ce qu'il doit en faire. Donc, c'est pour ça qu'au contraire, je reste fidèle à la liste sur laquelle j'ai été élue. Et si en 2024, les engagés disparaissent du paysage politique, c'est ce que je leur souhaite pas. C'est sans regret pour vous? Non, mais honnêtement, ce que je leur souhaite pas, parce que je pense qu'effectivement, ils rencontrent des difficultés actuellement, mais je leur souhaite réellement qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait un travail qui a été fait, parce que l'échiquier aujourd'hui belge, l'échiquier politique belge a besoin d'un centre fort. Ouais. Alors, 1 minute, hein, il ne reste plus beaucoup de temps. Question à l'échevine que vous êtes. Sur la propreté, vous êtes l'échevine de la propreté. Alain Marron a donc décidé d'imposer le sac orange à tout le monde et d'aller vers un seul ramassage des sacs blancs hebdomadaires dans les communes. Alors, ce n'est pas pour Kuckelberg pour tout de suite, vous n'êtes pas dans la première vague des communes, vous n'êtes pas concerné tout de suite. Vous le serez à terme. Bonne idée ou mauvaise idée? Mauvaise idée parce que c'est fait dans la précipitation et parce que l'ABP rencontre de gros problèmes. On règle d'abord les problèmes qu'il y a à l'ABP aussi bien en termes de méthode de travail et que les collectes se fassent correctement. Donc déjà aujourd'hui on est face à une problématique où nous avons une région, une ville qui est sale. Répondre d'abord à l'urgence plutôt que d'aller jouer sur la fréquence des ramassages de sacs poubelles blancs. Parce que là, et je comprends la colère des bourgmestres qui sont concernés par cette méthode. Il faut d'abord faire toute une campagne de sensibilisation qui permet une prise de conscience parce qu'il est important de trier, mais ne pas arriver de cette manière-là avec un agenda extrêmement court. Ça ne donne pas le temps aux communes de se préparer. Merci Véronique Lefranc, merci d'avoir été notre invitée. Je rappelle que, outre échevine à Kuckelberg, vous êtes également députée bruxelloise, désormais sans étiquette.